durable au Liban. À partir de là, et dans la nuit des idées, nous avons opté pour le sujet suivant, reconstruire ensemble. Et la problématique qui se pose, quelle est la place du développement durable dans l'avenir de la société libanaise? En se mettant bien sûr à l'évidence que notre pays est en pleine crise socio-économique. Première question qui se pose alors après la problématique. Durant ces temps froids, nous avons recours à la déforestation pour se réchauffer, ce qui est également un enjeu écologique. Chers débatteurs, qu'en pensez-vous? On va commencer, mademoiselle Yasmine. Au début du siècle, 15 à 20% de la superficie du Liban était constituée d'espaces verts. Aujourd'hui, moins de la moitié. À force de dire que les arbres sont des ressources illimitées, nous sommes en train de surexploiter cette ressource. En effet, chaque année, le Liban perd 2500 hectares de ses forêts, soit 1 250 000 arbres. On a froid. Ce qui est faisable est de couper les arbres pour se chauffer. On est obligé de se réchauffer. L'homme est plus important que la nature. Comment pouvez-vous dire que les êtres humains sont plus importants que la nature? On cohabite sur cette planète avec 8,7 millions d'autres espèces, mais on se rend plus important juste car on a le pouvoir militaire. Mademoiselle Zen. J'aimerais dire que 74% des personnes vivantes au Liban vivent désormais dans la pauvreté et les prix continuent de flamber en raison d'une dépréciation de la monnaie nationale de plus de 90%. L'arbre est gratuit, or le mazout et le pétrole coûtent de l'argent. On peut replanter les arbres, mais on ne peut pas ressusciter l'homme. Bien que les arbres peuvent vous réchauffer en ces temps froids, on ne peut pas les utiliser et les brûler puisqu'ils ont une place très importante dans la nature. Et si jamais on le faisait, on serait en train de gaspiller des ressources naturelles qui peuvent être plus utiles autre part. En plus, ce serait du réconfort temporaire. On a besoin de plusieurs arbres pour se réchauffer. Un seul ne suffira pas. Super. On va alors rebondir sur ce qu'a dit Raikkonen. Donc, selon toi, l'héritage libanais serait le plus important. Il faudrait le protéger, le privilégier, au profit des personnes qui meurent chaque jour à cause du froid, parce que tu sais qu'à Beyrouth, le froid n'est pas le même qu'en montagne. Donc, qu'est-ce que tu dis à ces civilisations qui sont en train de mourir, puisque le bois est important, les arbres, et même couper des branches uniquement ne serait pas une solution à long terme. Ça ne pourrait pas réchauffer ces familles qui meurent, qui n'ont pas de toit. Et je ne trouve pas que c'est une solution de préserver l'héritage si on ne préserve pas ses citoyens avant l'héritage libanais. Yasmine. Ce n'est pas seulement une question d'héritage. Les arbres sont le poumon de notre planète. Ils abritent tout un écosystème, toute une faune et toute une flore. Et surtout, ce sont les seuls facteurs qui limitent l'érosion. Grâce à la reforestation, nous avons réussi à gagner 135 000 tonnes de CO2. Et donc, les arbres protègent bien plus que... Les arbres sont bien plus importants qu'ils n'en ont l'air. Je vois que vous avez dit CO2, donc pollution. Mais le Liban n'est pas dans la révolution industrielle. Qu'en dites-vous, Tia? C'est vrai qu'à l'échelle internationale, le Liban est un très petit pollueur, mais à l'échelle nationale, le Liban est très pollué. En effet, 65 000 personnes décèdent chaque année à cause de la pollution. En plus, la pollution peut causer des maladies nocives à la santé. Par exemple, la cimenterie à Sheka, qui provoque des gaz toxiques qui causent les nouveau-nés à avoir des maladies asthmatiques. Bonne réponse. Monsieur Hayit. Je rebondis sur ce que tu as dit encore une fois. Le Liban, en fait, certes, est pollueur à l'échelle nationale, mais ça ne va pas impacter toute la Terre. Quand même, le Liban est un très petit pollueur à l'échelle mondiale. Ce n'est donc pas la priorité pour l'instant de faire ces démarches-là, comparé aux grands pollueurs comme les États-Unis, qui prennent la majorité écrasante de la pollution mondiale. Noah. Vous avez dit que le Liban n'est pas un grand pollueur à l'échelle mondiale.
En effet, le Liban dépense 400 millions de dollars en dette par mois pour financer juste 10 heures d'électricité par jour, qui est fournie aux moteurs, aux voitures et aux autres moyens de transport qu'on utilise au Liban. Au lieu de ces projets à court terme fous, on pourrait produire une énergie renouvelable, moins coûteuse et moins polluante qui se rembourserait à long terme. Désolé, combien de dollars? 400 millions par mois. Mademoiselle Marie. Il faut payer le prix du résultat de la pollution dans un pays comme le Liban qui est noyé par la crise économique et la corruption. Et donc, le Liban a besoin du minimum de l'industrialisation pour rester en marche pour le moment. J'aimerais ajouter que la pollution a des facteurs naturels et artificiels. On trouve comme facteur naturel les éruptions volcaniques envoyant dans l'air des gaz et des particules, des plantes qui produisent des substances organiques volatiles, la foudre, les incendies, l'érosion qui produit des poussières minérales emportées par le vent loin de leur lieu d'origine. Alors, il faut penser à régler ou bien à limiter la pollution naturelle au lieu de remuer le couteau dans la plaie. Marie. Les filtres sont extrêmement chers et pas moyen de vivre sans transport et sans courant électrique. Impossible. Yasmine. Cependant, au Liban, 11,5% de la population est en train de mourir à cause de cette pollution atmosphérique. Il faut donc trouver des solutions qui sont durables et bonnes à long terme. Tout ça est vraiment bien beau, tu sais. Comme à la COP26, l'activiste Greta a bien mentionné parole, parole, parole. Ce sont certes de belles paroles, mais qu'en est-il vraiment? Maintenant, on voit quoi? On est dans un pays qui souffre malheureusement d'une balance commerciale qui est déficitaire. Que ferez-vous? Quels sont les projets que vous proposez qui pourraient nous sauver actuellement? Il y a des gens qui meurent de froid et vous pensez à des projets qui n'auront jamais lieu probablement dans un pays si corrompu qu'est le Liban. Avant de passer la parole, vous avez mentionné la COP26. Est-ce que le Premier ministre était présent? Oui, et aussi le Premier ministre, un Premier ministre a aussi enregistré sa parole et il avait même les pieds noyés dans l'eau. Et ça, il voulait vraiment faire passer un message aux populations auxquelles il s'adressait. Et ça, c'est vraiment notre avenir en tant que Libanais, à toujours imaginer des choses qui ne vont jamais se réaliser. Sinon, Carl Anthony, vous avez envisagé le Premier ministre du Tuvalu au lieu du Premier ministre du Liban qui a assisté à la COP26 et qui a mis le point sur la crise économique du Liban. En effet, pour sauver notre économie, il faut créer des emplois qui s'alignent avec le développement durable. Si on remplace les usines qui polluent déjà et qui augmentent nos dettes à cause des coûts d'énergie avec des usines écologiques qui seront remboursables dans le futur à cause de l'énergie verte. Aussi, il faut travailler sur la production d'énergie verte, comme le placement de panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Ça donnera des emplois à des milliers de Libanais et les sauvera de cette crise économique. Alors, on prend cette crise économique comme une opportunité. vous avez dit qu'il les sauvera. Pouvez-vous nous donner un exemple, s'il vous plaît? Bien sûr, ça les sauvera car ça leur donnera un emploi qui pourra leur financer. Au niveau financier, là. Oui. L'équipe qui est ici, comment allez-vous répondre? En fait, maintenant, ce n'est pas le bon moment pour insister sur des choses comme de nouveaux plans. Il y a des choses plus importantes comme annuler la corruption ou trouver une solution à la pauvreté qui est plus importante. Le ministère de l'Environnement a estimé que le changement climatique entraînera une baisse du PIB de 14% d'ici 2040, puis de 32% d'ici 2080. D'ici 2080. C'est pour cela qu'il est primordial de travailler sur le développement durable. En plus, comme l'a signalé Noah, cela emmènera beaucoup plus d'emplois et aidera à baisser le taux de pauvreté au Liban. Vous avez passé de la déforestation à la pollution. Je pense que c'est la pollution de l'air. Y a-t-il au Liban, autre que la pollution de l'air, par exemple, plastique
ou bien d'autres sortes de pollution? Une des autres crises qu'il y a au Liban, c'est la pollution de plastique. En effet, les Libanais produisent chaque jour environ 100 tonnes de plastique. Et ce plastique finit sous forme de déchets dans nos planètes, sur notre Terre. Mhm. Vous avez ajouté, Raikkonen? La pollution de l'eau résulte des déchets rejetés dans les océans et majoritairement du plastique. La majorité de ces déchets sont en plastique, ce qui tue les animaux marins et cause des extinctions. De plus, le plastique finit dans nos assiettes. Des études ont prouvé qu'on mange l'équivalent d'une carte de crédit chaque semaine, tellement le plastique se trouve en grande quantité. Et selon une étude américaine, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. Mais limiter le plastique serait équivalent à s'attaquer à l'économie du pays. Et donc, je propose le recyclage. Mhm. Voilà un troisième thème, le recyclage. J'aimerais Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une petite question. En fait, ce que vous essayez de faire, c'est d'arrêter le plastique, de le bannir complètement du Liban. C'est ça? Oui ou non? Yasmine? Oui, c'est tout à fait ça. En effet, le plastique contient de l'antimoine. L'antimoine est une substance naturelle, une substance qui est mortelle. C'est un poison qui atteint les poumons et le cœur et peut donc à long terme tuer. Et, or, depuis quand notre santé passe avant l'économie? Car vous parliez tout à l'heure que le plastique est bon pour l'économie du pays. Bon, pour le PIB du pays. J'aimerais dire que le plastique représente 1% du PIB du Liban. Si on l'annule, on réduit les richesses nationales et internationales. On a besoin de richesses et on a besoin de produire. Marie, as-tu dit que que le plastique représente 1% du PIB du Liban? Cependant, le Liban perd 2% de son PIB chaque année à cause de la pollution causée à partir de ce même plastique. Considérons le cas des médecins. Ils ne peuvent pas se passer du plastique à usage unique, ou par exemple la charcuterie et la viande. L'hygiène de vie ne le permet pas. Non. Quand on ne peut pas s'emparer du plastique à usage unique dans le terme médical, on peut s'emparer dans la vie journalière, comme les sacs en plastique, les bouteilles de plastique, etc. Elles sont toutes remplaçables et on peut y trouver des alternatives comme le verre et l'aluminium qui sont 100% recyclables et réutilisables et qui ne posent pas de problème pour notre santé ni pour l'environnement. Les emballages en plastique sur l'environnement sont moins importants que celles du gaspillage alimentaire, qui est aussi un problème, car une calorie sur 3 n'est pas consommée. Et donc, cela est plus néfaste dans la nature, car le plastique a toujours eu toute son utilité, mais 50% des déchets sont des matières organiques. Du plastique. J'aimerais entendre l'argument de mademoiselle Tia. Vous avez dit qu'il y a la rejetation des alimentations, mais j'aimerais dire que la pollution du plastique est plus importante parce que 11,5% de la population meurt chaque année à cause du plastique. L'idée d'arrêter le plastique, c'est très intéressant, mais l'action, c'est encore plus intéressant. J'aimerais savoir, vous qui avez toutes ces informations sur comment remplacer le plastique, j'aimerais savoir quelles sont les alternatives que vous proposez, parce que vous savez que le plastique joue un rôle majeur au Liban pour la production, et on sait tous que le plastique coûte moins cher que tous les produits qu'on pourrait acheter. Donc, matière première, question matière première, c'est le plus rentable à utiliser, et je rappelle, dans un pays corrompu. Le Liban n'est pas corrompu. Yasmine. Ce n'est pas une question d'économie, c'est avant tout une question de survie et de santé. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit, le plastique est mortel. Les particules qu'il rejette sont toxiques pour notre santé. Alors, nous pouvons faire comme faisaient nos ancêtres depuis la nuit des temps, c'est-à-dire utiliser, par exemple, de l'argile, utiliser du verre, utiliser du papier, tous ces matériaux qui sont bons pour notre santé, qui ne sont pas néfastes. Car à force de construire sur de mauvaises bases, notre système est en train de s'écrouler. Et c'est aussi pour cette raison que le Liban est actuellement en crise. Vous aimeriez ajouter?
J'aimerais mentionner que le plastique prend plus de 4 siècles à se dégrader et contamine toute la chaîne alimentaire. Si on ne limite pas l'utilisation du plastique, la Terre sera engloutie par ces déchets. Ben, il y a quelques moments, vous avez dit recyclage. J'ai entendu le mot recyclage. Est-ce qu'on peut parler de recyclage au temps où on peut voir beaucoup de déchets qui traînent sur la rue? Est-ce que le gouvernement libanais est capable de maintenir un recyclage? Vos arguments, M. Noah. Le recyclage du plastique, qui n'est pas un matériau renouvelable, n'est pas une façon durable de prendre soin de notre économie et de notre crise de déchets. En fait, il y a beaucoup de pays qui ont utilisé une façon qui s'appelle l'incinération, où ils brûlent tous les déchets déjà utilisés pour créer de l'énergie. Cela pourrait vraiment aider à notre crise économique et d'électricité, tout en nettoyant nos routes. Donc, vous trouvez que le recyclage est une solution aujourd'hui, vu les circonstances? Le recyclage n'est pas une solution durable pour le plastique, mais pour les autres matériaux, oui, ça pourrait être une solution durable. Êtes-vous avec le recyclage? Le Liban est incapable d'établir une stratégie de recyclage aussi coûteuse comme au Sénégal. Au Sénégal, donc on peut prendre le Sénégal comme exemple pour nous. Encore une fois, il faudrait garder les pieds sur terre. J'aimerais aussi ajouter que le recyclage, c'est une manière évidente, toujours d'après Brundtland, de garder l'avenir des générations futuristes. Mais je dis bien mais, le manque de responsabilité des Libanais, et j'en suis un. Comment pourrez-vous maintenir cette responsabilité à chacun? Chacun devrait faire son devoir en recyclant les déchets, et vous avez plus de 4 millions de Libanais qui, en ce moment même, ne trient même pas. Vous en faites quoi? Comment ce projet pourrait-il être réalisable dans ces périodes qui sont vraiment critiques? Yasmine. Nous pourrions mettre un principe comme en Suisse, par exemple, où plus une personne recycle, plus elle fait des actions bonnes pour l'environnement, plus ses taxes sont réduites. Nous pourrions donc mettre un principe d'écotaxe, par exemple. L'écotaxe, c'est très intéressant, mais encore une fois, le pays pourra-t-il maintenir cette écotaxe pour plus de 2 semaines, puisqu'on est déjà en déficit budgétaire et en plus on est en dette? Qu'allons-nous faire de ça? Comment allez-vous générer cette source de revenus pour les payer aux personnes ou les rembourser aux personnes qui font du recyclage, alors que selon vous, ce n'est pas une option, mais c'est quelque chose d'obligé? Il faut que je fasse du recyclage et on doit me payer pour ça, et on n'a même pas l'État qui puisse faire ça. Donc, quel est selon vous le moyen de financer de tels projets qui vont sur 10 452 kilomètres carrés, sur toute l'espace libanaise? Comme vous avez bien écouté, on parlait de taxes. Et les taxes, c'est une façon pour le gouvernement de rapporter de l'argent du peuple. Si on met des taxes et des amendes sur les entreprises qui polluent et qui ne respectent pas les réglementations environnementales, alors notre pays pourrait être très bien aidé. Le PIB pourrait accroître parce que le gouvernement est en train de gagner de l'argent à cause des fautes du peuple. Ok. D'ailleurs, j'ai bien entendu ce que tu as dit, mais réduire les taxes de la sorte, ça n'aide pas le pays parce qu'on sait qu'on est en déficit budgétaire. Donc, le pays n'a pas de quoi se financer. Tu me dis maintenant que tu vas réduire les taxes sur les citoyens afin qu'ils recyclent. Est-ce que ça aide vraiment l'économie du pays ou est-ce qu'on est en train de creuser encore une fois notre propre tombe et de tomber en péril encore plus fort qu'on était tombé avant? Ça n'aide pas le pays. Tu es en train de réduire les taxes que le pays, c'est le seul moyen dans lequel il peut se financer. Tu es en train de couper cette manière et tu veux aussi arrêter le plastique et tu vas attaquer le pays, tout carrément. Relax. Vous n'avez pas écouté mon argument. J'ai dit que les taxes sont imposées sur le peuple, ne sont pas prises du peuple. On ne réduit pas les taxes du peuple, on impose des taxes sur le peuple pour ne pas créer des infractions contre l'environnement.
Mais est-ce que aujourd'hui, vu la crise économique dans le pays, est-ce que le peuple peut rembourser ces taxes-là? Les taxes ne sont pas impliquées sur le peuple, mais sur les grands capitalistes qui obtiennent beaucoup de capital du Liban, comme les entreprises qui polluent, les centrales de courant, etc. J'aimerais ajouter que bien qu'on soit dans une crise économique, ces projets peuvent être réalisés. Plusieurs volontaires peuvent remplacer les éboueurs et surtout des adolescents comme les scouts, la Croix-Rouge, Caritas, les écoles et même les adultes qui le veulent. Cela permettra d'économiser de l'argent qui sera utilisé pour recycler ou bien n'importe quoi. Donc, si vous trouvez que le recyclage n'est pas une solution qui est proportionnelle au développement durable, y a-t-il une autre solution que le recyclage? Par exemple, on entend aujourd'hui de l'énergie renouvelable. Yasmine? Il est vrai qu'au Liban, l'énergie renouvelable, surtout l'électricité renouvelable, est une nécessité. En effet, en 2012, alors que les générateurs ne tournaient seulement 3 heures, ils produisaient déjà 38% de polluants toxiques dans l'air de Beyrouth. Aujourd'hui, en 2022, les générateurs fonctionnent environ 24 heures sur 24. Les polluants toxiques de l'air ont augmenté de 300%. Et je rappelle que ces polluants sont hautement toxiques pour notre santé et pour notre environnement. Voilà un nouveau défi. Les énergies renouvelables, c'est déjà un projet qu'on a traité au sein de l'école, mais je trouve que votre initiative de travailler à l'échelle nationale tout de suite sans faire de projet ou d'infrastructure précédemment, ben ça c'est de l'irresponsabilité, c'est de la négligence, c'est même croire qu'on peut faire un truc qu'on peut jamais penser à faire. Je trouve personnellement qu'il faudrait commencer par de petits projets. Si j'aimerais soutenir votre idée, c'est juste pour de petits projets qui pourraient changer l'avenir libanais, comme installer des panneaux solaires au sein d'une école, d'un établissement comme le nôtre, ou même travailler au sein des maisons. Mais dire qu'on va installer des panneaux solaires juste en à peine 2 semaines et il y a des gens qui meurent dans les rues sans toit, ça, ce n'est pas évident. Il faut encore une fois garder les pieds sur terre et penser d'une manière assez radicale et logique. Installer des panneaux solaires, travailler sur de petits projets, je trouve rationnel. Mais aller tout de suite à l'échelle nationale, remplir les 10 000 km² de panneaux solaires, il faut rester évident. J'aimerais ajouter à ce que Karl a dit. Le Liban, lors de la COP26, a présenté une feuille de route pour un redressement durable. Ils ont parlé des défis structurels, énergétiques, les déchets, l'eau et les opportunités d'emploi. Eh bien, cela est très beau à dire. Jusque-là, qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. C'est meilleur qu'on va vers l'important. Dans notre pays, on a toujours proposé des solutions qui sont seulement utiles à court terme. En effet, ces solutions n'ont rien fait que de nous jeter en plus et plus de dettes. En fait, notre pays ne va jamais se développer si on ne travaille pas sur des plans et des projets à long terme, comme les centrales d'énergie renouvelable, qui vont coûter au gouvernement libanais 1 cent, 10 cents par kilowattheure au lieu de 30 cents par kilowattheure. Alors, il y a une réduction de 66% des prix. Excusez-moi, c'est combien le pourcentage? 66. 66%. C'est une bonne solution. Le problème, c'est qu'on est confronté à d'autres problèmes et essayer d'introduire de nouveaux mécanismes pour réaliser un développement durable ne conduira qu'à plus de dommages qui vont intensifier les difficultés actuelles. Vous parlez d'autres problèmes, je suppose que vous parlez des problèmes économiques. Cependant, le climat est le problème majeur que nous avons à affronter. Et un changement climatique entraînera une baisse de 14% du PIB au Liban d'ici 2040. Or, vous parlez de problèmes économiques, mais le problème climatique est un problème qui engendrera des problèmes économiques encore plus grands. Il est donc temps de prendre en compte l'énergie renouvelable.
Puisqu'on parle de développement durable et de solutions à court terme, puisque selon Noah, ceci aiderait l'économie du Liban et ceci aiderait à tout. Pour en finir, j'ai ici en ma possession des statistiques qui prouvent que il n'y a pas vraiment besoin d'arrêter les générateurs qui nous proposent des solutions plutôt fiables et rentables en même temps, puisque la tonne de fuel utilisée d'après ces générateurs-là, ça coûte comme 1 000 euros, ce qui est assez bon à comparer, je dis bien, à 25 000 euros de panneaux solaires, ce qui ne couvrirait même pas cet auditorium à allumer. Et surtout, que les panneaux solaires doivent être installés d'une manière à suivre le soleil où l'énergie réfléchie irait dans l'espace. Et ça ne nous aiderait pas et on n'aura pas assez d'énergie pour couvrir le Liban ou même un auditorium comme celui-ci. Les énergies renouvelables sont plus propres que les énergies fossiles et fissiles actuellement exploitées dans le monde entier. Elles sont plus écologiques, disponibles en masse autour du globe et sont gratuites une fois les installations de production rentabilisées. C'est des sources inépuisables par rapport à l'échelle humaine et l'utilisation du mazout sera inutile et grâce à ça, on limitera la pollution. La pollution de quoi? Atmosphérique. Donc on parle du réchauffement climatique. Également. Tia? J'aimerais ajouter que le changement climatique entraîne une hausse de taux de décès due à la hausse de température, une augmentation à la malnutrition due à la réduction de la production agricole et en résultera plus grand nombre de décès. C'est pour ces raisons que passer à un développement durable et vert n'est pas contestable, peu importe le coût. Donc, vous insistez à l'application du développement durable. J'aimerais rebondir sur ce qu'ils ont dit. Vous parlez du développement durable, mais les panneaux solaires coûtent une fortune. Et quand ils vont et quand ils s'expirent, il faut les jeter. Et les batteries qui sont très nuisibles à l'environnement, car ils contiennent du lithium, vont être jetées au bord de la mer, ce qui va causer plus de pollution. En revanche, remplacer les panneaux solaires chaque 25 ans, c'est plus efficace que brûler chaque seconde des énergies fossiles qui vont polluer de plus en plus l'environnement. Le dernier argument. J'aimerais finalement dire que ceci est très intéressant et tout le monde veut l'avenir du pays, mais on se rappelle aussi que les panneaux solaires sont faits de matériaux, de métaux qui ne sont pas présents sur Terre de manière abondante. À la fin, on va se retrouver avec une solution morte qui ne sert absolument à rien et sans changement en plus, parce qu'il n'y aura plus d'évolution en termes de qualité et vous vous retrouverez avec un pays désert et en plus, il sera éteint, non pas seulement désert. Chère audience, il est 2h36, 30 minutes sont déjà passées, alors le débat est fini. On passe maintenant à la synthèse, puis à la question qui vous sera posée. Chers auditeurs, après avoir parcouru les couloirs des contres qui mènent à la cour des pour, on peut tout simplement dire que le développement durable est une nécessité pour mettre en œuvre la construction d'une société, pour une fois et toutes. La société d'une nation, d'un pays, qui obligatoirement doit être écologiquement soutenable, socialement équitable, mais surtout économiquement efficace. Puisque le temps passe et chaque seconde perdue n'est jamais rattrapée, alors pourquoi ne pas en profiter de notre présence temporelle sur le globe terrestre pour bâtir avec tout le sens du mot une terre aux générations qui nous suivent? Et ici au Liban, tous les malheurs sont à la base d'une crise politique. C'est un phénomène proportionnel. Donc, si A égale à B et B égale à C, logiquement parlant, A égale à C. Ce logiquement parlant est aujourd'hui le développement durable, le système qui peut nous sauver et transformer notre État à un bonheur, celui de voir le Liban un pays développé,
un modèle pour son lieu oriental et son milieu international, de voir la société libanaise sans pauvreté, éliminatrice de la pollution à tous les niveaux, de voir notre nation, le premier facteur qui réduit le pourcentage du réchauffement climatique en appliquant un recyclage. Mais aujourd'hui, chère audience, il y a une question qui se pose, une question à double face. Sommes-nous à la hauteur de se développer durablement? Et si oui, comment? Sinon, aussi comment? On aimerait bien, les débatteurs, en attendre de votre question, de vos questions. Une question, chère audience. Oui, moi j'ai Monsieur, comment qui s'oppose à tout, vous appelez comme Car. Car laisse-moi te dire quelque chose. Que avoir les pieds sur terre ne veut pas dire céder, ne veut pas dire se laisser faire. Malgré tout, malgré notre situation, malgré la pauvreté dont tu parles et que nous voyons tous les jours, malgré tout ça, nous ne pouvons pas lâcher prise. Il est de notre devoir de suivre l'évolution, d'essayer de faire n'importe quoi pour pouvoir sortir de cette situation. Oui, on est capable de le faire. Vous avez demandé si oui ou pas. Il y a beaucoup de personnes qualifiées, assez qualifiées, des Libanais très compétents. Il faut sans doute essayer de leur trouver les moyens de réaliser leurs idées, mais cela ne se fait que dans la lutte, que dans le travail, dans vraiment la lutte quotidienne de tous les jours, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Pour le groupe qui était contre, on sait très bien qu'il n'y a pas de croissance économique sans développement durable. Maintenant que le Liban s'enfonce dans la crise, il est temps de faire des réformes et de se redresser. Le développement durable est notre levier. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble pour aller dans ce sens. Et vous avez la chance d'être dans un établissement qui est en train donc de vous former en tant que futur citoyen sur l'importance du développement durable et les mesures à prendre. Vous allez pouvoir faire quelque chose. Et c'est comme ça que chacun de nous pourrait contribuer pour faire un Liban vert. Je suis plutôt de l'avis de Saïd, car je trouve qu'il est très réaliste et qu'il y a des priorités. Selon voilà, il faut concilier aussi l'économie et l'écologie. D'ailleurs, les deux ont de même critique. Éco veut dire maison. Et comme dit Jacques Chirac, notre maison brûle alors qu'on est en train de la regarder. Merci. J'ai une question à vous, Mathieu.
Comment pouvons-nous trouver des alternatives aux produits plastiques dans le Liban, puisque tout ce qui nous entoure dans cette chambre probablement contient du plastique? Hi Mathias, j'étais en train de parler, j'étais en train de parler du plastique à usage unique qui est utilisé pour les bouteilles, les sacs. Et ce genre de plastique est très toxique et très facilement remplaçable et de façon moins coûteuse et sans polluer et sans nuire à notre santé. Je pense de voir que seulement 2-3 personnes sont capables de se développer durablement. Ou il y en a encore. Moi, je pense que chacun d'entre nous, il est vrai que nous vivons au quotidien des difficultés, mais cependant, je pense que si chacun d'entre nous contribuait, mettait un petit quelque chose à l'édifice, ça pourrait fonctionner. J'ai vécu en Afrique. Je connais un pays d'Afrique aujourd'hui qui a pourtant connu des guerres, c'est le Rwanda. Je ne sais pas si parmi vous, vous savez ce que c'est le Rwanda aujourd'hui. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays vert. Le Rwanda a eu des défis. Tous les mois, c'est la population qui travaille. C'est la population qui nettoie. C'est la population qui met la main à la pâte. Sommes-nous prêts, nous, Libanais? Aujourd'hui, ça devrait peut-être commencer au sein de l'école. On ne jette pas par terre, par exemple. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir besoin de Ataour et de Mahboub pour nettoyer. Je pense que ça devrait commencer par nous, à petite échelle. Et on pourrait y arriver. Merci. Bon, je dirais que ceux qui sont contre le développement durable ne le sont pas forcément, mais ils vont à l'évidence. C'est qu'au premier abord, ils ont besoin de survivre et de surmonter les difficultés. D'ailleurs, si je vais à l'évidence qu'il y aurait toujours du plastique, les Japonais ont trouvé qu'il y a des bactéries mangeuses de plastique, c'est-à-dire qui peuvent dégrader le plastique. Et à ce moment-là, on va dans l'évolution, on va dans la technologie et on va dans les firmes qui peuvent travailler là-dedans. D'autre part, il y a des méthodes qui peuvent, à partir de la pollution de l'air, utiliser le carbone pour fabriquer des dalles qui seront sur le parquet ou bien sur les trottoirs. Tout ça, ce sont des méthodes pour essayer de combler à la pollution de l'air et à la pollution du plastique. C'est ça. C'est le moment ou jamais de trouver des petits moyens pour lutter contre cette pollution. J'aimerais répondre à ce que M. Hello vient de dire et ajouter à ce que Mme Basbous a cité.
Il faut faire preuve d'imagination, au moins un tout petit peu. Si on reste réaliste, on ne va pas avancer. Et il y a un début à tout, comme on sait. Donc, il faut commencer d'un point de départ et avoir un tout petit peu de positivité et d'imagination. Sinon, on n'avancera à rien. J'ai une question à M. Haït. Ne pouvons-nous pas devenir un pays qui ne pollue pas tout en sauvant notre économie? Devons-nous vraiment choisir l'un ou l'autre? Bien sûr, déjà merci pour la question. Deuxièmement, choisir soit économie, soit quelle était l'autre option? Économie ou l'environnement. Environnement. Bien sûr, le succès total, comme l'a dit Madame Elou, ce serait plus de miser sur les deux en même temps. Mais bien sûr, ce n'est pas faisable dans toutes les échelles. D'ailleurs, pour mettre les choses au clair, je ne suis pas contre le développement durable. Mais pour matérialiser les choses, il faut rester réaliste. Si on a trop d'imagination, parfois on n'arrive pas à réaliser nos plus petits objectifs. Et je tiens à propager cette idée-là. Quelqu'un qui ne planifie pas le tout à l'avance ne peut pas arriver au sommet de la montagne avec cette idée qu'on peut faire. On peut certes faire, mais il faut toujours avoir des plans bien précis, marcher sur de petits projets, comme a dit Madame Falou, et sans trop imaginer des choses qui peuvent malheureusement, vraiment malheureusement, ne pas arriver si on n'y met pas vraiment toute intention ou toute initiative. Je crois, j'aime vraiment vos arguments, M. Haït, mais j'ai une plus petite question pour vous. Quand vous étiez en train de parler des panneaux solaires, vous avez dit que après un certain moment, les panneaux doivent être détruits. Ne pouvons-nous pas recycler les panneaux solaires? Recycler les panneaux solaires, ce n'est pas vraiment évident puisque les matériaux vont se dégrader parce que tu les exposes au soleil et parfois ils sont avisés à la rouille. Et ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet est vraiment de comment pouvoir trouver une solution. Comme par exemple, il y a au Liban, il y a une usine qu'on connaît tous, Brahim Abdelal, qui transforme l'électricité, qui transforme plutôt l'énergie dans l'eau en une électricité. Et ça serait vraiment une solution durable parce qu'on sait que ça ne doit pas être renouvelé avec le temps changé, maintenu. Mais c'est quelque chose que l'État n'a pas privilégié. On sait que cette usine est aujourd'hui fermée et aucune initiative encore à passer à l'action. Donc c'est là vraiment le fruit de toute cette histoire, c'est comment passer sur des choses qu'on a déjà, ne pas inventer, mais travailler sur ce qu'on a sur le terrain, pour pouvoir évoluer vraiment de ce qu'on a créé à l'avance. Excusez-moi, mais je veux demander une question en général à tout le monde. Croyez-vous qu'il est possible d'enforcer tous ces changements qui ont été imposés aujourd'hui dans notre pays? Croyez-vous qu'il est possible d'enforcer tous ces changements qui ont été imposés aujourd'hui? Renforcer. Enforcer. Imposer, je pense. Imposer des changements au niveau de la nation. Amorcer. Pardonnez-moi. Croyez-vous qu'il est possible de concrétiser tous ces changements qui ont été imposés aujourd'hui? Pardonnez-moi quand je parle l'anglais, je croyais du mot enforce. Comme Madame Tabal a dit, le Rwanda, qui est un très petit pays en Afrique,
Madame Masmous, désolé. Désolé. Comme Madame Masmous a dit, le Rwanda, qui est un très petit pays en Afrique, a survécu à un génocide dans le début de ce siècle, mais ils ont maintenant pu devenir un des pays les plus développés et les plus propres et les plus verts de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, nous, au Liban? Can I speak in English? I would like to thank you for all the ideas that you have introduced. It's very interesting. I want to say something regarding the 17 goals. They have been launched like a few years ago, and now we are in 2022. We are supposed to fulfill them. We're supposed to achieve them in 2030. It means we still have only 8 years. So now the question is, do we have enough time to finish or to achieve these goals in 8 years only? The United Nations is saying that the démarche, ou bien the pace is very slow. We only have 8 years and we haven't achieved much yet. So now the United Nations is asking the youth, what are your ideas? What are you going to do in order to accelerate, if you like, try to achieve them as soon as possible? So we have to move faster, I think. Thank you. M'adresse au groupe qui a travaillé surtout, je sais très bien que vous avez travaillé le pour et le contre ensemble concernant le développement durable, mais quels sont, après avoir fait cette réflexion importante, est-ce que vous avez pris des décisions concernant votre démarche personnelle? Chacun de vous, est-ce que chacun de vous pourrait me dire qu'à partir de là, lui, qu'est-ce qu'il compte faire pour avancer vers les 17 objectifs du développement durable et sauver le Liban de sa crise? Bien sûr, tout le monde peut prendre une initiative personnelle sur chacun des 17 objectifs, mais l'initiative la plus importante qui va induire le plus grand changement, vient en mars aux réélections. Et maintenant, on compte sur votre génération, pas la nôtre, pour voter et nous représenter dans les nouvelles élections. Nous, on n'a pas le droit de voter. On a besoin d'un changement radical. Comment tu vas le vivre? On va le vivre en prenant des petites actions, oui, au quotidien, qui vont changer notre vie. Comme si on change les sacs en plastique avec des sacs en papier, en tissu, oui, qui sont réutilisables. Chacun de nous peut prendre des mesures afin d'aider notre environnement. Par exemple, chacun à la maison, nous pouvons mettre en place un compost, un système de triage. Nous pouvons cuisiner avec des produits locaux et qui ne sont pas importés à cause d'avions qui émettent du CO2, etc. Et chaque petit pas que nous faisons, en fait, ça fait un grand pas, car tous ensemble, nous pouvons régler ce problème. Je pense qu'un petit changement quand même peut nous permettre à un grand résultat. Par exemple, comme a dit Yasmine, le triage à la maison déjà est un petit étape, mais un grand résultat de l'année après. Il faut que chacun commence par soi-même, puis par notre entourage. Et l'école devrait coopérer avec d'autres écoles pour réaliser des projets écologiques
et qui aiderait notre environnement. Oui, on devrait inciter d'autres groupes pour nous aider. Nous prenons action dans notre établissement en diminuant l'usage du plastique autour de notre établissement et encourager les autres écoles à faire de même et à trier. Après ce débat, on peut dire qu'on s'est tous auto-sensibilisés sur la situation dont on s'est mis. Et on peut commencer à l'école, peut-être pas par le recyclage qui est plus difficile, mais par exemple le upcycling qui est plus facile à faire. Ok, vous savez, j'aimerais vraiment concrétiser les choses. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Hier, comme le sait Madame Zalfa présente parmi nous, c'est bien qu'hier, il y avait un événement auquel j'ai été présent à Adian Foundation, dans lequel j'ai contribué avec plusieurs personnes. Chacun va travailler à un projet. Il nous a été donné $500 par une ONG pour créer un projet qui puisse changer dans le monde. Ce n'est pas certains projets qui puissent donner des pattes aux pauvres et ça ne va pas les aider à long terme. C'est un projet qui pourrait nous changer notre Liban à nous. Et c'est un projet qui va se dérouler à Senneville avec l'accord de la municipalité, qui va contribuer à offrir aux personnes qui n'ont pas de livres de pouvoir se documenter de temps en temps. Et ce projet va être financé donc par Adian, la NGO en fait, dans laquelle j'investis le plus mon temps et je concentre plus mon travail là-bas pour pouvoir privilégier ces petits projets auxquels on travaille pour changer le Liban effectivement. Merci Tom. Rapidement, Yara, rapidement. Aussi de cette occasion pour te dire que la participation de cadres hier, elle était vraiment efficace et c'était bien pour l'Institut. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle a dit. Il y a une application qui s'appelle le Club du Cycle que vous utilisez et que vous pouvez utiliser. Vous mettez quel objet vous devez recycler, vous mettez dans l'application et un chauffeur vient et prend les déchets que vous jetez et les prend et les recycle. Et aussi, je vais essayer d'être partie des éco-délégués.